Merci Karine, merci Mathilde, merci Madame la Présidente de votre invitation. Merci à vous de votre présence. Je suis content de rencontrer les membres d'un des trois seuls conseils économiques, social et environnemental départemental de ce pays. Donc vous pouvez être relativement fiers parce que je pense que c'est la bonne échelle d'intervention. Je suis venu vous parler de quoi et qui je suis pour vous parler de ça. Ben, je suis venu vous parler de numérique et de ruralité. C'est marqué dessus, ça s'appelle Ruralytics. Ça fait 20 ans qu'on organise un événement qui se passe dans le Cantal, à Aurillac, et qui porte sur la manière dont les territoires ruraux peuvent s'emparer des nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles ou alors qui sont nouvelles un peu plus tous les jours. On travaille sur ces dossiers-là avec notamment l'Association des maires ruraux de France, avec Départements de France, avec le Parlement rural français qui, vous vous en doutez, est présidé par un Cantalien, Bernard Delcros, sénateur du Cantal. Voilà, c'est le lobby cantalien dans toute sa splendeur qui s'exprime sur ces questions rurales. Ce thème, je trouve assez formidable. Alors, à la fois la perspective 2050, oui, c'est une génération. Donc, penser à la génération qui vient, je trouve que c'est la chose la plus responsable qui soit. Infrastructure pour demain, mobilité durable et liens numériques, je retiens surtout relier les territoires, parce que nos territoires, évidemment, ne sont pas des îles, et surtout à l'heure numérique, où tout est de fait relié, de fait connecté, ce mot terrible qui ne nous laisse jamais tranquilles. Euh, donc, euh, avant d'aller finalement sur cette question, hein, la révolution numérique est-elle une tarte à la crème? Parce qu'on fait 25 ans, 30 ans qu'on parle de révolution numérique. Je voulais juste, avec un petit film, vous montrer que, en fait, on a imaginé dans la science-fiction des voitures volantes, on a imaginé des robots humanoïdes, ils commencent à arriver, mais on a imaginé tout un tas de choses dans la science-fiction qui ne sont jamais arrivées. Mais il n'y a pas un seul auteur de science-fiction qui avait imaginé le téléphone portable. Sauf peut-être un, en 1947, c'est René Barjavel qui a été aux commandes du script de cette petite vidéo qui est passée à la télévision française en 1947. Voilà, vous pourrez chercher sur Internet cette mise en scène finalement vous l'avez vu, hein, vous avez vu ces gens voilà, qui marchent avec le nez sur leur télévision, enfin, c'est télévision. En l'occurrence, c'est une scène que vous connaissez. Voilà. Une scène dans laquelle vous jouez vous-même de temps en temps. Ne l'oublions pas. Donc, question numéro un, la révolution numérique est-elle une tarte à la crème? Est-ce qu'il y a révolution ou pas? Je vais vous montrer un deuxième film qui résume un certain nombre de choses qu'on avait créées à l'occasion des 20 ans du programme Cyber-Cantal dans le Cantal. Voilà, donc vous trouverez typiquement ça très auvergnat de mettre au même niveau la création de Cybercantal et la création de Google de l'autre côté de l'Atlantique et la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Euh, Parce que c'est important en fait. C'est-à-dire que ça fait un petit peu moins de bruit, évidemment, mais Internet commence finalement avec l'Internet grand public commence avec Google, hein, qu'on appelle le web, voilà, l'émergence du web 2.0, c'est-à-dire un web ouvert à tous, sachant que le web 3, c'est celui dans lequel on a pu commencer à publier. C'est-à-dire que le Web 2, c'est encore des gens qui savent coder, qui savent utiliser les outils qui mettent des contenus sur Internet. À partir du Web 3, c'est l'ouverture des réseaux sociaux et de la possibilité pour vous d'ouvrir un blog, de communiquer sur des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'être vous-même producteur d'informations avec voilà, les développements qu'on connaît maintenant. Donc, est-ce que cette révolution numérique, elle a eu lieu? On peut l'imaginer, puisque ouais, les trois quarts de l'humanité est connectée. 6 milliards d'êtres humains ont un accès à Internet. Il y a 7 milliards de smartphones sur cette planète en circulation. Il y a 25 millions de kilomètres de fibres optiques déployées sur l'ensemble du monde, hein, y compris des milliers de kilomètres qui sont à 6000 mètres sous terre entre des continents, sous mer, pardon, entre des continents. Il y a environ, on estime, mais ça augmente tous les jours, 30 milliards d'objets connectés. Les objets connectés, votre compteur Linky est un objet connecté. Voilà. Un capteur de fumée est un objet connecté. Un capteur qu'il y a dans une école primaire, dans une salle pour tester la qualité de l'air, c'est un objet connecté. C'est un objet qui envoie des données à un ordinateur pour qu'elles soient traitées.
et on a 29 000 gigaoctets de données publiées chaque seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, télécharger un film d'1 h 30 en haute définition type 4K, ça pèse 1 giga. D'accord ? Donc on a 29 000 films chaque seconde, pour donner un ordre d'idée, qui se transitent en fait sur les réseaux. Donc on est sur des chiffres qui donnent le vertige et qui n'en finiront pas de donner le vertige, puisque le trafic Internet augmente de manière exponentielle. Alors Google, on l'a vu, a été créé en 1998. Il ouvre l'ère de l'Internet grand public. Les GAFAM, au début on disait les GAFA, c'était Google, Amazon, Facebook et Apple. Et on a rajouté le M pour Microsoft. C'est pour ça qu'on dit maintenant les GAFAM. Chacun d'entre eux pèse plus de 1 milliard, de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Voilà, moi, quand j'ai commencé à travailler il y a un peu plus d'une trentaine d'années, les boîtes qui étaient tout en haut de la pile des capitalisations boursières, c'était des Ford, General Motors, c'était General Electric, etc. C'était des boîtes qui, en général, avaient au moins 100 ans. Là, ce sont des boîtes qui ont 20 ans. 20 ans, 25 ans, 30 ans au mieux. Donc, on a complètement changé d'air et les montants sont devenus complètement fous. Rien qu'en France, chaque année, on dépense 175 milliards d'euros en achats en ligne. Voilà. Il y a 1,8 milliard d'utilisateurs sur TikTok. Pour dire que tout ce qui est aujourd'hui... Avant, on avait une domination très forte des États-Unis. Maintenant, comme dans d'autres champs d'ailleurs, il y a une géopolitique de l'Internet qui est en train de se mettre en place. Et avec l'intelligence artificielle, alors qui existe depuis très très longtemps, mais sa version grand public, qui a commencé finalement avec l'avènement de ChatGPT, fait qu'aujourd'hui, on peut estimer que les data centers, qui consomment déjà beaucoup d'électricité, hein, mais vont consommer, rien que sur la partie IA, 4% de l'électricité mondiale en 2030. Voilà, rien que pour fabriquer des contenus avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça, c'est... Est-ce que c'est une tarte à la crème ? En fait, il semblerait qu'elle ait déjà eu lieu. Et que vous en soyez tous, d'une certaine manière, à la fois les victimes et les bénéficiaires. Hein. Aujourd'hui, qui peut imaginer d'être venu ici sans utiliser le GPS de sa voiture qui, en général, est sur son smartphone ? Voilà. Qui peut imaginer de laisser son téléphone toute une journée à la maison ? Il y a des peurs paniques. Hein. Quand on a oublié son téléphone, on se dit waouh, je suis seul au monde, je suis perdu. C'est vraiment le truc à tout faire. Forcément, il a aussi impacté la vie des territoires, parce que ce qui impacte nos vies impacte nos interactions. Et la notion de territoire, c'est d'abord des interactions humaines. Hein. C'est du collectif. Le territoire, il y a la maison, ça c'est l'individuel, et puis il y a le territoire, c'est ce que nous avons en commun. Et dans ce contexte, la question qu'on se pose, et nous qu'on se pose depuis 20 ans à Ruralytic, c'est qu'est-ce qui va permettre à un territoire rural de construire un projet et un avenir désirable pour sa population, compte tenu de l'omniprésence de ce numérique. En quoi on peut le mettre à notre service, sachant que quand on a fait les premières éditions de Ruralytic, les élus ruraux, avec le bon sens qui les caractérise, nous disaient ouais, on ne va pas faire les autoroutes de l'information pour faire rouler des grosses bagnoles américaines. Sous-entendu les GAFAM. Alors, des grosses bagnoles américaines, elles roulent toujours, c'est elles qui roulent le plus. Puisque YouTube aujourd'hui consomme une part extrêmement importante de la bande passante et YouTube c'est Google. Il s'est ajouté des grosses voitures américaines avec les Netflix, les Amazon Prime, les Paramount, les Disney. Mais on a aussi des grosses voitures chinoises. On avait AliExpress, on a Temu, on a Shein, on a TikTok. Voilà. Donc en fait, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de voitures françaises sur ces autoroutes de l'information. Voilà, il faut se poser cette question-là. Je rappelle que le déploiement du haut débit qui a été lancé, d'abord le plan France haut débit, hein, qui a précédé le plan France très haut débit qui lui avait été lancé en 2013 sous la présidence de François Hollande, avait été lancé dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. C'est-à-dire que c'était destiné à favoriser le développement économique de la France et donc de ses territoires.
Est-ce qu'on s'en est pleinement emparé? J'en suis pas aujourd'hui complètement certain. Comment vous la vivez, vous, cette révolution numérique au quotidien? Je vais peut-être un petit exercice. Est-ce que vous pouvez tous sortir vos smartphones? Alors, qui n'en a pas? Voilà, fin de, fin de l'exercice. Ok, on est sur du 100%. Et vous êtes, à votre corps défendant peut-être, mais vous êtes totalement déjà dans ce monde-là. Euh, mais on ne sait pas trop bien quoi en faire et on ne sait pas trop bien comment on va pouvoir le mettre au service de ce qu'on veut. Donc, si je vous pose la question, que veulent les territoires ruraux? En vrac. En vrac, dites-moi avec un seul mot. Allez-y. L'information, survivre, c'est intéressant. Allez-y, là, chez vous. Hein. Des Se possibilités rencontrer. de se rencontrer, Mutualiser. mutualiser, modernité, pas forcément des concepts. Hein. Vous pouvez me dire, la ruralité, elle a envie de médecin, par exemple. De quoi d'autre elle a envie très concrètement? Ne pas être oubliée. Ça revient souvent. Puis c'était d'ailleurs voilà, le risque de fracture numérique qui a justement généré le souhait de faire le plan France Très Haut Débit. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Oh là, les trois en même temps. Être différent, se connecter, des services concrets, des services médicaux, des services publics, de l'éducation, de la culture, exister, vivre mieux. La préservation d'un cadre de vie exceptionnel. On prend. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de... Alors, il y a des paradoxes et il y a des vœux. Aujourd'hui, ce qu'on voit comme étant en haut de la pile de ce qui est exprimé, alors c'est intéressant parce que vous, en tant que citoyen, vous n'avez pas forcément la même expression que l'auront des élus locaux. Quand on travaille avec l'Association des maires ruraux de France, il y a des sujets qui sont sur la pile parce qu'ils ont déjà été structurés en revendication. Hein. Et un des grands sujets, on en parle tous les jours chez Marie-Sophie Lacaro, c'est l'accès aux soins, c'est les fameux déserts médicaux. Alors, désert médical, c'est relativement simple. Hein, dans ce pays, quand il y a un médecin ou une médecin qui sort de la fac, il y en a 3 qui partent à la retraite. Voilà. Et ces médecins qui sortent de la fac ne vont pas forcément exercer. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver en conseil, dans des labos, dans des entreprises, etc. Et puis, s'ils exercent, ce n'est pas certain qu'ils aillent tout de suite dans le milieu rural. Et puis s'ils vont dans le milieu rural, ils ne feront pas 80 heures, comme le docteur Martin. D'accord? Donc la capacité de soins ou de temps médecin, à la fois on en a un qui sort de l'université quand 3 partent à la retraite, mais en même temps chacun de ces médecins, sur l'ensemble de sa vie, exercera moins de temps réel. On est aussi dans un pays, contrairement à, par exemple, l'Angleterre, où les infirmiers et les infirmières ont beaucoup moins de marge de manœuvre et beaucoup moins d'attributions que dans d'autres pays. Hein. Il y a beaucoup de pays dans lesquels les infirmiers peuvent faire des ordonnances ou des renouvellements d'ordonnances, ils peuvent faire des soins relativement simples, ils peuvent faire des prescriptions. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont à la portée d'un cadre infirmier, mais qui aujourd'hui en France font partie du précaré des médecins. Et c'est une profession qui s'est beaucoup protégée. On a eu énormément de médecins comme sénateur-maire pendant des années. Le numerus clausus n'a jamais bougé et il a bougé tout récemment. Donc il faut imaginer l'inertie de tout ça. D'accord? Donc ça, on va y revenir, on va faire un focus sur ce que le numérique peut potentiellement apporter. Mais ce que nous disent les territoires ruraux, les élus ruraux en l'occurrence, c'est on veut de l'accès aux soins, on veut de l'accès à l'éducation. C'est la défense des écoles, c'est la défense de la présence scolaire, articulée souvent avec un service de la petite enfance, mais c'est aussi l'accès aux études supérieures.
Il faut savoir que la moitié des bacheliers ruraux, qui ont en général des moyennes au bac supérieures aux bacheliers urbains, renoncent aux études supérieures qu'ils voulaient suivre. C'est-à-dire qu'ils vont faire au mieux avec ce qu'il y a à côté, voire pas faire du tout. C'est tout l'objet du livre de Salomé Berliou, Les Invisibles de la République. Ce sont des jeunes qui renoncent parce qu'ils n'auront pas les moyens d'aller en ville, se payer l'appart, etc. Et tout ce qui va avec. Et ils n'ont pas forcément ce souhait de mobilité. Et ça, on va voir qu'il y a des solutions aussi. L'accès à la culture. Effectivement, l'accès à la culture, est-ce que les territoires ruraux sont des déserts culturels? À chaque fois, c'est cette notion de désert, hein. Désert médical, désert éducatif, désert culturel. De la sécurité. Alors, il y a la sécurité en mode lutte contre le vandalisme, les incivilités, le sentiment de sécurité. Et il y a ce qui relève de la sécurité civile, c'est-à-dire les aléas climatiques, où on est assez largement exposé aussi. Donc c'est deux aspects de la sécurité qui sont assez différents, hein. Le premier, on y répond beaucoup par la police municipale et la vidéoprotection. Le second, on va plutôt y répondre par les objets connectés, les capteurs. Et ensuite, cinquième préoccupation, accueillir des touristes, voir de nouveaux habitants. Ah, merci. Non, non, elle a fait comme ça. Ouais, peut-être, mais bon, hein, on n'est quand même pas si mal entre nous aussi. On va venir là-dessus. Mais tous les départements, effectivement, ruraux essayent d'avoir des stratégies d'attractivité, voire des agences d'attractivité. Voilà. Attractivité à 3 titres. Attirer des habitants, attirer des entreprises, attirer des touristes. Sachant que le préféré, c'est quand même le touriste parce qu'il vient, il dépense son argent, il repart. Il prend pas racine. Et puis l'entreprise, on aimerait bien, mais on va voir que c'est pas si simple. Donc voilà 5 premières expressions de volonté. Et ensuite, voilà, on veut du lien social. On en a parlé un petit peu il y a un instant. On veut des commerces. On veut de la mobilité, même si on bouge déjà beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de mobilité, qui est une des priorités des élus ruraux, parce qu'ils disent, oui, nous, on est obligé de prendre la bagnole pour tout. Est-ce qu'ils veulent des tramways? Est-ce qu'on veut voir? On veut des entreprises et de l'emploi. On veut des agriculteurs prospères. Parce que même si maintenant, il n'y a plus que 2% de la population... Alors, quand ma grand-mère est née en 1901, elle s'appelait Lucienne. Et d'ailleurs, je repense à elle quand je vois les images de 1947. Elle a eu le droit de vote en 1945, enfin, elle a voté pour la première fois en 1945, elle n'a jamais appris à conduire. Et quand elle est née, 80% de la population française était occupée à des tâches agricoles. Quand elle est morte en 90, elle ne savait toujours pas conduire, et elle n'avait pas de téléphone portable, elle a échappé à ça, mais il n'y avait plus que 2% de la population française attachée à des tâches agricoles. Voilà. Faut imaginer ça. Donc des agriculteurs prospères, ça veut dire quoi au niveau local? Parce que le lien est très fort. Les territoires ruraux sont marqués par la main des agriculteurs, par le travail de l'homme, sous la forme de l'agriculture ou de l'élevage. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les territoires ruraux? Et puis il y a quelques paradoxes. Alors on l'a dit, hein, que l'État ne nous oublie pas, mais qui nous fiche la paix. Des jeunes, oui, mais pas trop bruyants. On veut s'ouvrir au monde, mais rester entre nous. Il faut que tout change sans que rien ne change. On veut rester nous-mêmes, mais pouvoir vivre comme à la ville. Des touristes et des néo-ruraux, pas trop quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment le numérique il peut contribuer? Et là, l'idée, c'est que collectivement, on va parler de ce qui se passe dans vos territoires. Puis moi, je vais vous donner quelques exemples de modalités selon lesquelles aujourd'hui les nouvelles technologies permettent finalement de répondre à un certain nombre de ces interrogations, de ces projets-là. Sur la santé. Alors vous avez sans doute vu toutes ces vidéos sur YouTube où on a des villages qui disent bienvenue aux médecins, qui font des opérations spéciales sur les réseaux sociaux pour attirer des médecins. C'est des choses que vous avez vues, c'est des choses qui se passent en Ariège, ça ou pas? Ouais, il y a une grosse drague aux médecins en fait. D'attractivité, on
du coup, je suis la référente en la matière. Ouais. Donc oui, je vois bien on sort le grand jeu de séduction pour les internes qui viennent tous les 6 mois en Ariège. Donc c'est très parlant ce que vous dites. Donc, et est-ce que vous y arrivez? Comment ils réagissent? C'est quoi On a des installations, hein. Ouais, Donc c'est que ça marche. oui. Eh ben, pas mieux. Donc, vous voyez, déjà, il y a aujourd'hui des énergies qui localement se mobilisent pour ça et qui utilisent tous les moyens à leur disposition. Il y a des applications aussi comme Ici Santé, que vous connaissez peut-être, voilà, qui est une appli qui met en relation des territoires qui sont organisés sur des projets de territoire de santé avec des étudiants en médecine. Voilà, parce qu'il y a une grosse difficulté aussi pour les internes pour trouver des terrains, voilà, des terrains de stage, etc. Et donc petit à petit, ces communautés se rapprochent. Euh, Cabine de télémédecine, est-ce que quelqu'un ici est déjà entré dans une cabine de télémédecine? Oui? Alors, témoignage. C'était où? C'était quand? C'était comment? C'était pas en Ariège, c'était dans le Gers et c'était une urgence pour un enfant et pour assurer ma maman qui est sa grand-mère. Et c'était une cabine qui était dans une pharmacie qui était... C'était une cabine qui avait été installée à côté d'une pharmacie qui Ouais. appartenait à la mairie. Et donc, comment ça s'est passé? Vous êtes rentré avec l'enfant dans la cabine, vous étiez accompagné ou pas? Non, j'avais demandé à la pharmacie comment ça fonctionnait Ouais. et en fait on est rentré, on a fermé ça ressemble un peu à un photomaton. Oui. Et on s'est connecté et ça a rassuré tout le monde en fait. Voilà. Et donc là, vous avez vu un médecin apparaître à Tout à l'image, fait. Ouais. qui vous a un médecin généraliste ou un Un médecin spécialiste? généraliste. D'accord. Et qui vous a donné un premier. C'était un étudiant en médecine en internat. Ouais, d'accord. Mais ils ont déjà des grosses capacités quand ils en sont à ce stade-là, et qui a su apporter un premier diagnostic et vous guider dans une réaction à court terme. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais D'accord. ça a été le gamin était tombé à vélo et donc voilà, ma maman avait peur pour Ah son oui. petit-fils et donc ça a rassuré tout le monde. Nous on était très rassurés, et ça lui a permis. Voilà. Après c'est particulier quand même. C'est spécial, hein, Ouais, c'est spécial. de rentrer là. Qui d'autre est éventuellement rentré dans une ou a fait déjà une téléconsultation sur une plateforme bien connue? Non, c'est pas dans vos pratiques. Parce qu'effectivement, Doctolib, téléconsultation, envoie des ordonnances, on n'a plus à se déplacer, c'est un truc relativement pratique. Ça, c'est pas mal pour les territoires ruraux, puisque pour un simple renouvellement d'ordonnance, c'est quand même assez commode. Les cabines de télémédecine, il y a deux types. Effectivement, il y a ce que madame vient de décrire, c'est-à-dire des cabines où vous êtes en autonomie. C'est le principe de la box médicale, c'était le principe de H4D, etc. Et il y a aussi un autre type d'outils de téléconsultation où là, vous êtes soit dans un cabinet infirmier, accompagné par des infirmiers, pour accéder à de la consultation de spécialistes, soit dans des EHPAD. Parce qu'en fait, et ça a été expérimenté dans le Cantal, dans le cadre de Cybercantal, où dans 7 EHPAD, il y a eu l'installation d'outils de télémédecine qui permettent de prendre la tension, de prendre une caméra, il y a un spiromètre, il y a tout l'équipement. Et on va l'appeler Madame Dupont. Elle est, voilà, plutôt que de l'envoyer à l'hôpital d'Aurillac, quand elle est à Morse, 1 heure de route, hein, VSL ou ambulance, etc. Puis ensuite, elle se retrouve dans les courants d'air, etc., avec le médecin où il faut qu'elle explique ce qui lui arrive, avec ses moelles, et puis il n'y a pas de... Voilà. Cas numéro 1, voilà, avec le niveau de stress que ça peut induire pour Madame Dupont. Cas numéro 2, elle est dans son EHPAD avec l'infirmière qui s'occupe d'elle régulièrement. Elle traverse le couloir, elle va dans la salle dédiée à la téléconsultation. Là, elle se met en relation, par exemple, avec le dermato pour un problème d'escarre ou un truc comme ça. Et c'est l'infirmière qui aussi participe à la réponse aux questions. C'est-à-dire, comment ça va Madame Dupont aujourd'hui? Oh, moi ça va, ça va. Oui, mais enfin bon, ça fait quand même 2-3 jours qu'elle mange comme un petit oiseau. Voilà, on corrige un petit peu, on implique d'autres. Et puis, l'infirmière, elle va aider, finalement, ce que dit le professeur Saint-Calbre, le créateur de cette solution qui s'appelle OPI Médical, c'est qu'il me dit, à distance, je peux tout faire sauf palper. Et donc, je demande à l'infirmière de palper s'il y a quelque chose à palper. Voilà. Et là, on est en relation avec un spécialiste. On n'a pas attendu 6 mois. Hein, ça peut être en ophtalmo, ça peut être... Voilà. On n'attend pas 6 mois. On a un retour, on a une prescription, on a un conseil, un soin.
Voilà. Et on a impliqué en plus un infirmier et une infirmière qui montent en compétences. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc ça, il y a 2 types de téléconsultation. La téléconsultation en solitaire, si je puis dire, et puis la téléconsultation accompagnée dans des cadres un peu spécifiques. Oui. Elle vous amène le micro. Je disais que chez nous, nous avons aussi la pratique des cures thermales à Axéterme et à Ussat-les-Bains, qui nécessitent 3 consultations au départ, au milieu et à la fin de la cure. Et le manque de médecins fait que pas mal de stations thermales se replient sur la consultation en téléconsultation pour celle du milieu. Ouais. Oui, mais c'est une bonne idée parce que finalement, c'est plus du suivi, c'est des choses qui engagent assez peu de risques des 2 côtés. Et l'avantage, c'est que vous avez un planning OPI médical. Si le dermato il est à Strasbourg, on s'en fout complètement. Sa principale qualité, c'est d'être 1, compétent parce qu'il est dermato, 2, disponible. Voilà. Et donc, ça change la donne, ça déterritorialise finalement le problème. C'est-à-dire, finalement, c'est plus le temps que l'espace qui va jouer. C'est la disponibilité de ces spécialistes plutôt que leur présence physique sur un territoire qui va faire la différence. Et là, vous allez retrouver finalement des marges de manœuvre. Vous allez pouvoir travailler avec des spécialistes qui sont, eux, dans des grandes villes, mais qui prévoient des créneaux pour tel ou tel territoire. Donc, voilà, il y a une partie de la réponse, elle est aussi par là. Il y a les bus numériques de santé qui vont, parce qu'il y a un gros concept aujourd'hui dans la ruralité, c'est le aller vers. Voilà. Ne plus obliger les gens à se déplacer, mais aller au plus près d'eux. Et vous avez des bus numériques qui viennent sur les marchés et qui permettent de faire des petites consultations. Les gens ils ont un petit problème, ils viennent en parler. Ils ne l'auraient pas fait d'eux-mêmes. Si le bus n'était pas sur le marché, ils n'auraient pas fait la démarche. Mais là, c'est comme ça, c'est juste à portée de main. En plus, il y a quelqu'un qui anime ça et qui veut voir les gens, ça va bien, pas de souci, etc. Enfin, il va au contact et ensuite, voilà, on fait de la détection de problèmes qui auraient pu avoir un impact plus lourd. Parce qu'il y a aussi parfois un renoncement aux soins. Et ce renoncement aux soins, mine de rien, il coûte cher à la sécurité sociale. Faut se le dire cash, parce que plus on attend, plus ça coûte cher en termes de soins et moins c'est efficace. Et puis derrière, il y a un autre truc qui est peu activé en France, c'est ce qu'on pourrait appeler la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de politiques locales qui sont dédiées. Alors l'éducation alimentaire, beaucoup sur l'école. Voilà, ça, il y a un travail de fond qui est fait dans beaucoup d'écoles. Avec certaines académies qui sont volontaristes là-dessus pour favoriser la bonne alimentation. Mais auprès des adultes, il n'y a pas tellement de travail de fait là-dessus. On ne crée pas des ateliers localement dans sa commune pour apprendre à cuisiner, parler d'alimentation, parler de diététique, etc. Il y a très peu aussi d'actions, elles sont souvent portées par des associations, mais qui sont accueillies souvent sur des bases d'une demi-journée par mois, pour lutter contre les addictions. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui existent en ligne ou par téléphone pour travailler sur cette question des addictions dont on sait qu'elles génèrent de la maladie derrière. Et puis la lutte contre la sédentarité. Voilà, moi, dans mon village à Chantelle, dans l'Allier, il y a le cross de Chantelle avec différents parcours. C'est 1 fois par an. Mais il y a des petites randonnées qui sont organisées à l'initiative communale. Voilà. Et là, le numérique, il n'a rien à voir. Sauf que le numérique, il a cet avantage fou de pouvoir toucher tout le monde très vite et de permettre de savoir où ça se passe, quand ça se passe, qui sera là. Voilà. Donc pour créer du collectif, on va y revenir, mais le covoiturage, c'est ça. À un moment donné, c'est impossible sans le numérique. Le circuit court, c'est impossible sans le numérique. Se retrouver tous ensemble à un endroit donné, à un moment donné, avec le numérique, dès lors qu'on a un WhatsApp communal ou un outil qui permet de mobiliser les gens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame, sur le fait de se rencontrer. Pour ça, le numérique est extrêmement efficace. Incroyablement efficace. Donc voilà pour la santé. Pour vous dire qu'il y a plein de modalités différentes qui permettent de mobiliser le numérique, mais pas que. Parce que qu'on soit clair tout de suite, le numérique, c'est pas une fin en soi, c'est pas une panacée, c'est un outil comme les autres. C'est comme un marteau. On peut planter des clous, c'est bien. Oui. Je suis pas anti-numérique du tout, mais alors certains atouts, oui, pour le numérique, bien sûr, vous venez d'en citer sur le covoiturage, etc., d'accord.
Sur la santé, moi je suis relativement perplexe parce que aujourd'hui, effectivement, on essaye de trouver des solutions par défaut, je dirais par défaut. On change quand même le type de relation humaine et de ce que peut créer la relation de confiance aussi entre un patient et un médecin qui se voit en face à face. Moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, des médecins eux-mêmes sont en souffrance. Moi, j'ai la chance d'aller chez un dermato à Toulouse, certes, mais qui aujourd'hui multiplie des démarches parce que la profession est en perte de nombre de praticiens et qui sont aussi contre, parce que quand on parle avec certains, ils sont contre ces méthodes de consultation à distance, etc. Enfin, voilà, moi, je pense que c'est bien de mettre en avant ce qui est positif. Il faut aussi se poser quand même des questions sur est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut ? Est-ce que la santé, il n'y a pas d'autres priorités d'approche de la santé au travers de la prévention notamment, sans essayer de trouver des solutions qui, à mon avis, sont quand même pas mal en mode de destruction de la relation humaine et du lien social, qui est pourtant aussi un élément mis en avant dans la ruralité. Merci. Et c'est important votre intervention parce qu'effectivement, là, on est comme dans la voiture quand ça va pas bien, on est en mode dégradé en termes d'accès aux soins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en mode dégradé partout, y compris dans les premières et deuxièmes couronnes des grandes villes. C'est-à-dire qu'on a un déficit. On fait contre mauvaise fortune bon cœur, mais je ne dis pas que ce système est idéal. Je dis simplement qu'aujourd'hui, pour accéder aux soins, en ruralité, le numérique permet de compenser certaines difficultés que nous avons, mais qui ne sont d'ailleurs pas strictement rurales. Essayez d'avoir une consultation d'ophtalmo en Seine-Saint-Denis, vous verrez, c'est compliqué aussi. Donc oui, ensuite c'est politique, c'est-à-dire quel projet on veut, quel était le projet des médecins pendant les 30 ans où ils ont été aux manettes au Sénat, à l'Assemblée, de dire que le numerus clausus devait rester fermé en sachant très bien comment évoluer la démographie. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, moi je suis dans le court terme et la réponse immédiate à l'expression de besoin de territoires ruraux qui disent, bon, on n'a plus de médecins ou on est en train d'en réinstaller, comment on fait pour faire en sorte que les gens soient, parce que le facteur psychologique est extrêmement important, qu'est-ce qui fait qu'on va s'installer dans un territoire rural ou pas, ou qu'on va y rester? On est rassuré parce qu'on a accès aux soins, d'une manière ou d'une autre. On est rassuré parce qu'on a accès à une école. Mais c'est ça, les premières choses que les gens demandent, c'est ces deux commodités-là. Mais on est bien d'accord que c'est un mode dégradé par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Mais bon. Éducation. Éducation, on a tous, alors ça c'est ministériel, on a tous eu accès aux espaces numériques de travail de nos enfants. Voilà, cette communication relativement... ça dépend des fois, mais quand même relativement fluide, qui permet de suivre la vie de la classe, de suivre les notes, d'avoir le cahier de texte, de faire en sorte que on contrôle que les devoirs sont bien faits. On peut avoir un suivi des devoirs à faire. Voilà. Donc, au niveau de la vie scolaire et du suivi des résultats et de la communication parents-prof, l'ENT il s'est imposé très très vite. Il a été adopté extrêmement rapidement par les familles. Et ça, que ce soit en ruralité ou en zone urbaine. Dernier avatar, il y a les territoires et numériques éducatifs, qui est une démarche, là aussi, ministère, un peu moins lisible, mais un certain nombre de départements qui s'en sont emparés. C'est plus institutionnel, mais l'idée, c'est effectivement d'intégrer plus de commodité numérique dans le cursus des élèves et plus de culture numérique et de sensibilisation à l'esprit critique et à des choses comme ça. Bon. C'est en cours, ça a été lancé il y a 2 ans, donc on verra ce que ça donne. Un truc que je connais bien, parce qu'il y en a un en Aurillac, c'est les campus connectés. Pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, le renoncement aux études supérieures qu'on veut suivre, avec les campus connectés, ce qu'on appelle les campus numériques, FUN notamment, France Université Numérique, vous pouvez vous former, majoritairement à distance, on est d'accord, aux études que vous voulez faire. D'où que vous soyez, quand vous êtes à Aurillac, d'accord, quand vous êtes dans le Cantal, vous venez au campus et vous n'êtes pas tout seul. Parce que vous allez me dire, finalement, c'est comme le CNED, c'est de la formation à distance. Non, l'avantage, c'est que vous êtes avec d'autres jeunes, comme vous, qui suivent d'autres études, mais vous faites communauté avec eux. Et donc, ça a commencé côté Aurillac. C'est un programme qui est soutenu par... financé par la Banque des Territoires, qui permet... c'est des promos de 30 jeunes. Voilà.
qui suivent l'un des études de droit avec l'université d'Alsace, l'autre une école d'ingénieurs en Bretagne, voilà. Et de temps en temps, quand il y a des temps importants, des temps d'examen, etc., ils font le déplacement. Okay, mais ils ne sont pas obligés de renoncer parce qu'il n'y a pas d'offre physique. Hein. Parce qu'à Aurillac, il y a un lycée agricole et il y a un IUT de com, et il n'y a pas beaucoup de choses, quoi. Donc si on fait que avec ce qu'on a sur place, ça va être vite limité. Donc la FOAD, c'est la formation ouverte à distance qui est justement utilisée dans le cadre de ces protocoles de campus connectés. Et puis, là encore, à chaque fois, au niveau du territoire et au niveau des influenceurs, entre guillemets, que vous êtes sur vos territoires, et en tant que membre du Conseil économique et social et environnemental, la question de l'éducation populaire aux questions numériques. Ça veut dire quoi de vivre avec ces trucs dans la main? Ça veut dire quoi l'esprit critique? Ça veut dire quoi l'image de soi que me renvoient les réseaux sociaux? Il faut en parler. Un soir, j'étais comme ça sur une réunion, on parlait du numérique intergénérationnel. Il y avait des ados et leurs parents. Okay, j'ai posé la question. J'ai dit, les parents, là, qui parmi vous trouve que votre enfant passe trop de temps sur son smartphone? Comme un seul homme. Tout le monde. Puis après, j'ai dit, OK. Et vous, les ados, qui parmi vous trouve que vos parents passent trop de temps sur leur smartphone? Comme un seul homme. Voilà. Donc, à un moment donné, on en parle, on dégonfle les choses. Oui, il y a du cyberharcèlement. Il y avait du harcèlement avant, mais avec le cyberharcèlement, c'est exponentiel. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Parce qu'il y en avait un qui vous emmerdait à l'école, il y en avait un qui vous emmerdait. Ils étaient peut-être 2 ou 3 parce que c'était le début d'une bande. Mais ce n'était pas un collège entier qui vous conspuait, vous humiliait. Donc ça, il y a des effets d'échelle quand même qui sont assez brutaux. La qualité de l'information, la manière de croiser les informations et de ne pas croire le premier montage en IA mal fait. Voilà, pendant longtemps, on s'est dit, c'était la force de la photographie, si c'est une photo, c'est vrai. L'Union soviétique nous a montré avec des retouches photos sur négatif qu'ils pouvaient faire disparaître une personne d'une réunion sans aucun problème, déjà à l'époque. Et on doit faire preuve d'esprit critique et se poser la question de l'intention qui est derrière. Qui a produit cette image ou ce contenu? D'où est-ce qu'on me parle? De quoi il me parle? Et comment je croise les informations? Comment je suis méfiant? Comment je fais un travail finalement journalistique et je développe mon esprit critique. Donc il y a plein de choses qui nous rendent matures aussi, qui peuvent être très utiles pour toutes les générations, notamment détecter les arnaques, les phishing, les arnaques affectives, enfin, tout ce qui aujourd'hui pollue Internet en permanence. Voilà, la manière de se protéger. Il y a tout un tas de choses extrêmement importantes qui peuvent être travaillées au niveau local. Voilà. Et discuter et permettre à tout le monde, on est tous débutants parce que ça change tout le temps. Donc il faut accepter qu'effectivement il y a des choses qu'on ne connaît pas et puis on peut se dire dans mon village j'aimerais bien monter une petite soirée sur ces sujets-là. Voilà. Ça c'est des choses qui sont à notre main. À chaque fois ce que je rajoute en bas c'est des choses qui ne demandent que de l'énergie locale. La culture, il y en a que 450 aujourd'hui en France, c'est les microfolies. C'est en fait, et c'est un vrai succès, c'est une idée de la Cité des Sciences de la Villette, avec l'ensemble de la réunion des monuments et des musées nationaux, qui sont des lieux de culture avec des animateurs qui étaient cofinancés pendant 3 ans. Alors après les 3 ans, c'est plus compliqué, mais cofinancés par l'État pendant 3 ans, et qui en fait ont un droit d'utilisation de toutes les collections de l'État, des œuvres patrimoniales et culturelles. D'accord ? Et que ce sont donc des lieux où les jeunes, les moins jeunes, les plus anciens peuvent, dans le cadre d'animations organisées par l'animateur, avoir accédé à ces œuvres, jouer avec, faire des découvertes, travailler sur De Vinci, travailler sur Renoir, travailler aussi sur de la musique, etc. Donc voilà, être dans cette dimension d'appétence culturelle et un peu de, comment dire, de culture au sens très large, localement et ensemble. Parce qu'évidemment, quand vous êtes sur Internet, vous accédez à tout un tas de produits culturels et d'œuvres.
même si parfois la frontière est mince. Mais là, vous le faites de manière accompagnée avec quelqu'un qui va, et on sait à quel point c'est important, qui va vous éclairer sur l'histoire de cette œuvre, la manière dont elle a été pensée, à la commande de qui elle répondait, etc. Et donc aujourd'hui, il y en a 450 qui ont été déployés en France. Moi, je vois à Couzon, à côté de chez moi, enfin au nord de l'Allier, le maire a fait ça dans une ancienne grange. Parce que lui, il disait, moi, j'ai pas les moyens d'envoyer les gamins de l'école au musée du Louvre. J'ai pas les moyens de payer le bus et tout ça. Donc, je fais venir le Louvre à Couzon. Voilà, c'est comme ça. Et de fait, toutes les œuvres, effectivement, sont disponibles à Couzon. Et ça crée un lieu de culture au cœur d'un village rural. Ensuite, il y a aussi des concerts en streaming. Aujourd'hui, vous avez des entreprises ou des associations même qui proposent, l'Opéra de Bordeaux par exemple, qui proposent des retransmissions en streaming, c'est-à-dire en direct, de concerts ou d'opéras. Et donc, vous pouvez prendre la salle des fêtes. On a tous une salle des fêtes qui est souvent bien équipée. Et ben, vous pouvez utiliser ça pour faire des retransmissions de concerts. Je ne sais pas si le Printemps de Bourges le fait aussi, mais je ne suis pas sûr. Mais ça peut être tout type de musique. Mais en tout cas, voilà, là, le numérique, encore une fois, il casse la distance. C'est-à-dire, il ne nous oblige pas à aller là où se passe la culture, mais il amène la culture dans notre village. Et puis, il y a la création digitale. Aujourd'hui, vous avez des artistes IA, c'est-à-dire des gens qui fabriquent des œuvres un peu comme Dieu. Dieu, il dit et ça se fait. Hein, c'est ça le principe, c'est ce qu'on appelle le démiurge. Et ben, en IA, c'est pareil, il faut dire à la machine. On appelle ça des prompts. C'est-à-dire, en fait, c'est des commandes orales qu'on peut taper à la main, mais on peut aussi les dire tout simplement. Je voudrais que tu me fasses une image dans le style de machin, qui présente ceci, qui présente cela, avec tel éclairage, avec tel détail, etc. Aujourd'hui, on réalise des films avec ça. Voilà. Et donc, les créateurs entre guillemets, d'hier, ne sont pas forcément les créateurs de demain. Mais, à l'inverse, c'est une très bonne manière, notamment pour les jeunes, mais pas que, d'entrer dans l'univers de la création. Parce que tout d'un coup, on s'aperçoit de tout ce que ça implique, de tout ce à quoi il faut penser. Et ça peut effectivement donner ce goût de créer à un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, voilà, c'est déjà là. Donc ça, c'est pour la culture. Et les médiathèques, bien sûr, j'ai oublié les médiathèques au passage, elles font énormément appel à des œuvres digitalisées. Elles-mêmes mettent beaucoup d'animations en place en croisant la lecture, parce que souvent on dit l'écran est l'ennemi de la lecture. On peut lire sur un écran, on peut aussi poser son écran pour lire, puis revenir à son écran pour chercher un complément d'information sur l'auteur, etc. Et dans les médiathèques, ils essaient de créer ces allers-retours entre un monde numérique qui est déjà là et un monde du livre ou des supports plus physiques qui du coup, ont besoin d'appui. La protection et la sécurité, on en a parlé tout à l'heure, sous ces deux angles. Hein. Alors, le premier angle, c'est la vidéoprotection. Aujourd'hui, là-dessus, c'est un sujet qui est immédiatement polémique avec les questions de reconnaissance faciale. La ville de Deauville avait mis en place des caméras pour compter les touristes sur ces axes passants. Deauville, tout le monde connaît, mais enfin, il faut savoir que ça fait 1 km sur 800 mètres. Hein. C'est un timbre-poste, hein, Deauville. Mais ils voulaient faire le comptage de leurs touristes, etc. Mais ils ont utilisé une caméra qui embarque la possibilité de faire de la reconnaissance faciale. Elle n'était pas activée, cette possibilité. Mais la Quadrature du Net et certaines associations, merci beaucoup Karine, ont porté plainte et les ont mis, alors ils ont été déboutés à la fin, mais ils ont porté plainte parce que la mairie avait utilisé une caméra qui embarquait de la reconnaissance faciale en tant que possibilité. Sachant qu'il y avait eu une loi spéciale pendant les JO 2024 qui permettait effectivement d'utiliser cette fonctionnalité pendant le temps des JO, dans des lieux donnés. Donc, aujourd'hui, pour les élus ruraux, il y a un truc qu'ils aiment bien, c'est des caméras de vidéoprotection mobile, c'est-à-dire qu'on peut poser où on veut pour prendre en flagrant délit les gens qui font du dépôt sauvage de déchets. Parce que ça, c'est une tannée, ça, c'est pénible. Et donc, c'est devenu insupportable et c'est ça qu'ils cherchent aujourd'hui principalement. Mais il y a aussi la construction du sentiment de sécurité. Et moi, j'ai été surpris sur les dernières municipales du nombre de quasiment tous les programmes de
tous les maires, tous les candidats que j'ai vus intégraient la partie vidéoprotection. Voilà. Même dans des coins qui ne sont pas spécialement chauds, quoi. Voilà. Ensuite, il y a les objets connectés pour l'alerte ou la prévision des crises. Quand vous avez un incendie qui démarre, vous avez un certain nombre aujourd'hui de caméras autonomes qui peuvent repérer ces manifestations avant-coureuses. Nous, on travaille avec le département de l'Aude, qui a été lourdement touché l'an dernier. Ils avaient mis en place des systèmes d'alerte qui n'ont pas fonctionné. Donc aujourd'hui, il faut un retour d'expérience sur le pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que ce n'est pas si simple. Ensuite, il y a toute la gestion des crues, qui est un vrai sujet aussi, dans de très nombreux territoires, notamment ruraux, parce qu'on sait comment on a fait. On a, au niveau des grandes villes, on a artificialisé, on a bétonné. Et puis, en fait, tous les bassins versants, ils partent vers la campagne. On inonde les campagnes pour préserver les villes. C'est un vieux truc. Mais aujourd'hui, voilà, on a vraiment, petit à petit, des vrais outils, des vrais objets connectés qui envoient un petit signal bas débit. Et toutes ces données, au bout d'un moment, on peut les mettre dans ce qu'on appelle un jumeau numérique de territoire, où on peut simuler sur ce jumeau, c'est-à-dire imaginer qu'on ait fait une maquette, finalement, une maquette, et on fait couler de l'eau, et on voit où ça passe. En fait, on peut le faire sur un ordinateur plutôt que de se mouiller les mains et avoir des scénarios en fonction effectivement de la saison, en fonction du flux, etc. Et donc avoir derrière des vrais plans de prévention et de gestion de la crise. Voilà, ça c'est un gros enjeu. Et puis derrière, il y a toute une autre partie que vous pouvez faire au quotidien, que vos élus locaux peuvent faire, c'est l'éducation à la lutte contre les cybermenaces, le cyberharcèlement, les cyberarnaques. Voilà. Ça, on y est tous passés. On a tous eu un prélèvement frauduleux, machin, il a fallu faire opposition sur la carte. On l'a tous eu. Souvent après un achat sur un site où on sentait bien que c'était un peu limite. Voilà. Donc, les mails qu'on n'ouvre pas, les SMS auxquels on ne répond pas, qu'est-ce qui se passe en termes de... Voilà, aujourd'hui, il y a tout un tas d'associations notamment qui sont super expertes là-dessus et qui demandent qu'à venir parler dans les territoires. Elles sont subventionnées pour ça. C'est une fin en soi pour elles que de venir vous informer et informer vos populations de ces enjeux-là. Et sur le cyberharcèlement, il y a aujourd'hui, il y a des associations très performantes avec des témoignages. Enfin, j'ai envie de dire, c'est vachement bien fait. Sur le tourisme et l'attractivité, là, la Poste va lancer très prochainement son office de tourisme virtuel, voilà, qui permet de découvrir aux spécialités locales, voilà, sans être obligé d'avoir entre guillemets un bureau qui soit ouvert 24 heures sur 24. Oui, voilà, c'est un peu le double physique de votre office de tourisme. Il y a toutes les stratégies de promotion sur les réseaux sociaux qui sont déjà actives, mais aujourd'hui, et le tourisme, c'est intéressant parce qu'il a été vraiment le premier secteur économique impacté par Internet. Très vite, 90% des recherches amont pour un séjour, puis réservation, se sont faites sur Internet. Ça a été le premier secteur à focaliser l'intérêt des gens. Ils disaient « on va partir où ?» Et puis ensuite, derrière, on prend son billet d'avion ou on réserve son hôtel et on réserve ses activités et tout se fait en ligne. Voilà. Et on prépare son voyage de cette manière-là. Donc là-dessus, de toute façon, c'est clairement là que ça se passe et depuis longtemps. Il y a des plateformes dédiées aux candidats à la ruralité. Alors il y a Laou, il y a Paris, je te quitte. Alors ceux-là, c'est ceux qu'on n'a pas envie d'avoir. Mais il y a plein de plateformes comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on estime que les gens qui habitent en Ile-de-France, il y en a 70% qui ne voudraient pas vivre là. Ça fait mal. On se dit, qu'est-ce qu'ils attendent, hein ? Bon, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce qu'il y a aussi des représentations autour de la ruralité qui parfois se cognent à la réalité, hein, le chant du coq. Donc attention, l'odeur du purin. Voilà, il y a des choses dans la ruralité qui ne font pas kiffer les Parisiens. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont dédiées à ça et qui accompagnent le projet de vie. C'est-à-dire que c'est comme un deal, en fait, c'est un petit peu, c'est une sorte de mythique, hein, si je puis dire. C'est un site de rencontre entre un projet de vie
d'une famille ou d'une personne et un territoire qui a envie de ces profils-là. Et les deux sont partie prenante. C'est-à-dire on n'a pas un territoire qui dit venez, venez absolument. Non, c'est pas une mendicité, c'est pas une personne qui n'a pas de projet et qui veut juste se barrer pour toucher son RSA plutôt dans l'Allier que dans la Nièvre. Non, c'est pas ça. C'est une rencontre et la construction d'un projet commun. Et là, ce qui manque souvent, c'est la préparation de l'accueil. C'est-à-dire qu'effectivement, former les professionnels, il y a encore des coins en France où il y a des stratégies départementales ou locales pour attirer des populations étrangères et où les gens de l'Office du tourisme ou des hôtels ou des gîtes ne parlent pas un mot d'anglais. Ah, c'est bon les gars, c'est pas la peine. Enfin maintenant, il y a des Google Trad, mais ça va être bizarre. Donc, il y a la formation des professionnels à l'accueil. D'ailleurs, Tahiti, il y a une vingtaine d'années, avait un énorme problème d'accueil des touristes. Parce que les gens faisaient un peu la gueule. Et ils avaient été obligés de lancer c'était la campagne Bienvenue dans notre Fénois. Voilà, il faut dire bienvenue aux gens. Voilà. Donc, alors ensuite, il y a les colliers de fleurs et tout ça. Et puis la préparation psychologique des habitants. Ça veut dire quoi d'accueillir des touristes? Ça veut dire quoi quand on les croise? Aujourd'hui, il y a des communes très touristiques où les gens, mais ils pètent les plombs. Ils klaxonnent parce qu'il y a des touristes partout. Ils disent, moi, en été, le trajet que je fais le reste de l'année, ça me prend 20 minutes. En été, ça me prend 2 heures. J'en ai marre des touristes. Voilà, c'est la vérité aussi. Hein. C'est la vérité. Donc, comment on deal avec ça? Comment on fait en sorte qu'on y arrive, que ce tourisme ne soit pas une nuisance pour les habitants et que du coup, les habitants ne deviennent pas des nuisances eux-mêmes pour les touristes et pour l'image générale du territoire. Donc comment on discute de ça? Comment le faire au meilleur niveau? Le meilleur niveau, c'est toujours le local. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... on a une culture aujourd'hui des collectivités qui est basée sur l'investissement. C'est-à-dire qu'il faut dépenser 80% de son budget en investissement, 20% en fonctionnement. Bon, c'est pas où ça sort, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des stades nautiques. On n'a pas les moyens de payer les maîtres nageurs. Donc personne ne se baigne. Mais c'est ce sujet-là. C'est-à-dire, à un moment donné, le lien social, l'animation territoriale, c'est le rôle, effectivement, du maire, et de se dire, moi, je vais mettre du temps. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais je vais mettre du temps. Je vais faire venir des associations, je vais faire venir des experts, je vais réunir mes habitants, on va discuter ensemble, on va faire projet, on va regarder sur le tourisme, qu'est-ce qu'on veut. Voilà, tout le monde parle de démocratie participative. Ça aussi, vous avez tous vu dans les tracts pour la campagne des municipales. Tout le monde parle de démocratie participative, mais personne ne pratique. Hein. Donc, à un moment donné, il y a probablement quelque chose d'autre à faire à cet endroit-là. Et là, il n'y a pas de numérique. Il faut se voir en vrai. Le lien social, on en parlait il y a quelques minutes. Les communautés d'accueil de la petite enfance, aujourd'hui, si on a une école, il faut avoir aussi du périscolaire. Il faut avoir de la prise en charge et des assistantes maternelles. Il n'y en a pas tant que ça. Et ce n'est pas aujourd'hui une profession très attractive parce qu'elle est basée sur des horaires qui sont très très décalés et que c'est compliqué. Et puis c'est pas très bien reconnu et donc c'est pas très bien payé. Et donc une des réponses, mais c'est pas la seule, c'est de faire des communautés petite enfance avec ces personnes-là pour qu'elles puissent s'épauler et s'organiser autour de la question du planning. Voilà. Et qu'on ait vraiment à la fois un service de la petite enfance qui fait qu'on est en capacité d'accueillir des familles et qu'on ait l'école derrière pour les scolariser. Les France Services, une initiative gouvernementale, consiste à mettre des lieux de service public à pas plus de 25 ou 30 km de là où vous habitez. Et ça a marché. Voilà. Quand l'État fait des trucs qui marchent, je le signale, parce que c'est pas souvent. Ça a très bien marché avec un taux de satisfaction des maires ruraux qui est de l'ordre de 95%. C'est-à-dire qu'on a tous les services en un endroit et on a des gens. Parce qu'à chaque fois, en fait, ce qui marche, c'est le numérique accompagné. C'est quand il y a quelqu'un qui est là aussi. Le numérique qui facilite, oui, mais pas tout seul, pas tout de suite. Donc ça marche bien aujourd'hui. Il y a un petit déficit du nombre de services disponibles, mais ça vient petit à petit. Donc globalement, la réponse, elle n'est pas mauvaise. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une perception dans toutes les sous-préfs? Voilà, c'est aujourd'hui le truc qui a super bien marché, le numérique de l'État, c'est la déclaration d'impôt dématérialisée. Ça a été un carton dès sa sortie.
parce que ça simplifiait vraiment la vie des gens. Voilà, y compris le côté pré-rempli, etc. Donc ça, c'est quand même extrêmement puissant. Les outils de promotion des animations locales et de communication citoyenne, ça c'est des choses comme PanoPocket ou IliWap, que vous avez peut-être vu. En fait, beaucoup dans les territoires, on organise des choses. Les associations, la mairie organise des choses. Et on vous dit, ah, mais les gens viennent jamais. Ben, les gens ne sont pas forcément super au courant. Et puis, on n'a pas de stratégie par rapport à ça. C'est-à-dire, on ne leur dit pas, bah, tiens, oh là, on fait un truc vendredi soir, on fait une paella, j'ai les mobiles de tout le monde, où ils sont tous sur le réseau IliWap. Donc, voilà, au moment de l'apéro, j'envoie une info comme quoi il y a de la sangria aussi. C'est tout con, hein. Mais... et je mobilise, en tout cas, je fais vivre le sujet. Non, on met des affiches ou on met ça devant la mairie avec, quand il y a un écran lumineux, enfin un truc à LED, là, on met ça. À partir du moment où on l'a dit, on met ça sur le site internet. Mais qui va sur le site internet de sa mairie? Alors quand c'est organisé par l'EPCI, je vous dis même pas. Déjà qu'on ne sait pas comment elle s'appelle, l'Interco. Donc voilà, faisons simple. Il y a aujourd'hui des outils numériques. Est-ce que c'est un WhatsApp? Est-ce que c'est un... peu importe, on s'en fout. L'important, c'est qu'on respecte le RGPD là, pour protection des données personnelles. Donc on prend une solution clé en main. On met les gens dedans. Allez, entrez dedans, mettez-vous là-dessus. Et quand il se passera quelque chose, et puis on affine. Voilà, parce que petit à petit, on voit bien qui se déplace sur quoi, et on prend ça en charge. Et on se dit, c'est important que les gens se voient. Plutôt que de dire, ouais, mais on fait des trucs, il ne se passe jamais personne. Parce que ça, les associations, ça les fatigue. Après, il n'y a plus la même volonté. Et donc tout ça nous permet effectivement de multiplier les occasions de sortir de chez soi et de lâcher ses écrans. Voilà. Parce que quand on est avec les autres, curieusement, eh ben, on sort beaucoup moins son portable. Ou si on le sort, c'est pour montrer quelque chose à l'autre. Ou pour partager quelque chose. Et donc, on change la typologie de l'expérience numérique qui peut être fatalement isolante. Le commerce, bon, on a vu fleurir des boîtes à pain, des boîtes à pizza, des boîtes à tout, hein. Il y a maintenant des lockers mondial relais, okay, pour se faire livrer son truc qu'on a commandé sur Shein ou sur Amazon. Bon. Alors ça, ouais, moi, ça ne me fait pas rêver, hein. C'est comme la santé 3.0, c'est pas bon. Par contre, des e-boutiques locales mutualisées, j'achète en ligne près de chez moi. Est-ce que les commerçants locaux, seuls, ils ne peuvent pas contrer Amazon, hein, c'est pas question. Mais est-ce qu'au moins ils sont visibles, les commerçants du village ou les commerçants du bassin de vie? Est-ce qu'au moins on sait ce qu'ils font? Voilà, c'est ça le sujet. Ils se plaignent qu'on ne vienne plus dans leur boutique, ben, il va falloir qu'ils viennent à nous aussi. Et donc, les associations de commerçants aujourd'hui, eux, ils n'ont pas de stratégie en ligne. Il faut savoir que la France, en termes d'appropriation du numérique par le monde économique, et notamment les TPE et les commerces, on est 24e sur 27 en Europe. Voilà. Il y a une question à se poser avec son association de commerçants. Est-ce que c'est un espace du site de la mairie ou est-ce que c'est une présence sur Facebook? Enfin, il faut aller là où sont les gens. Hein, il faut aller chercher les gens là où ils sont et se mettre en avant ce qu'on fait. Et la quinzaine commerciale, et le fait qu'un tel il fait ça, et le fait qu'on a un nouvel arrivage de ceci, de cela. Voilà. Ça, c'est le principe. Un autre truc qu'on voit émerger, c'est les magasins de circuits courts des agriculteurs locaux. Il y en a un à 5% sur Sioule, mais il y en a d'autres, hein, évidemment, où ce sont des agriculteurs, des producteurs qui se fédèrent pour créer une boutique. Et ils font le roulement pour tenir cette boutique. Mais on peut aussi réserver en ligne, on peut aussi préacheter et aller chercher son... Voilà. Donc le commerce local, c'est aussi celui des commerçants locaux et on mangera mieux en plus. Il y a Bienvenue à la ferme, programme des chambres d'agriculture qui permet de faire de l'accueil paysan. Donc vous pouvez aller... vous avez un dimanche à la ferme et il y a comme ça... Alors, c'est pas rentré dans les mœurs, alors que je trouve que le produit est assez puissant. Mais c'est vraiment la possibilité d'aller le dimanche dans les fermes, découvrir la ferme et acheter. Mais c'est pas très bien communiqué et c'est pas relayé localement. Donc ça s'étouffe un petit peu. Puis la dernière recommandation, arrêtez d'acheter du Shein. Si vous n'avez pas commencé, c'est très bien, continuer. Non, faut y arrêter. C'est pas à un moment donné. Mobilité. On en a parlé, le covoiturage, sans Internet, ça n'existerait pas. Voilà.
Sans smartphone, il n'y a pas de covoiturage. Ça. Pourquoi ? Parce que c'est super compliqué d'imaginer de dire ah bah tiens, je pars de Clermont-Ferrand, je vais à Nice. Où est-ce que je pose la question de savoir qui fait la même chose le même jour ? Impossible. Si Internet n'existe pas, c'est juste impossible. Le transport à la demande, c'était compliqué parce que ça existait avant Internet, mais finalement, maintenant, c'est beaucoup plus facile de réserver son transport à la demande et ça sécurise l'opérateur de transport à la demande. Nous, on a ça sur le bassin. C'est des gens qui sont bénévoles et qui vont utiliser un véhicule mis à disposition par la commune pour emmener les gens à la gare de Vichy, faire leurs courses à Saint-Pourçain ou à Gannat, etc. Mais ça se réserve en ligne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas de véhicule, nous, sont souvent des personnes âgées. On a aussi des personnes en situation de handicap. Donc c'est des personnes qui ne sont pas forcément super à l'aise avec le numérique. Donc il faut s'être posé la question, avant de leur imposer de passer par le numérique, de faire en sorte de les aider à se l'approprier. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on dit les jeunes, ils sont nés numériques, on appelle ça les digital natives, mais oui, ils savent presser les boutons, mais ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Donc non, ils savent faire beaucoup moins de choses que beaucoup de gens dans cette salle. Donc là-dessus, il y a zéro complexe, tout le monde a à apprendre, et il ne faut pas présumer de la compétence numérique des gens. Le télétravail. Pourquoi je mets le télétravail dans la mobilité ? Parce que les kilomètres qui polluent le moins, c'est ceux qu'on ne fait pas. Voilà. Donc, à un moment donné, le télétravail, c'est très très bien pour ça. La non-mobilité, finalement, est une question de mobilité. Si je peux travailler de chez moi ou dans un lieu, et c'est là-dessus que le Cantal, je reviens sur Cybercantal, parce qu'en fait, ils ont commencé par créer 8 tiers-lieux, 8 espaces Cybercantal pour accueillir soit des télétravailleurs, soit des indépendants, en leur fournissant la photocopieuse, le haut débit, le truc, le machin. Okay, ça, c'était basique. Il y en a un qui a tiré vraiment son épingle du jeu, qui a raisonné autrement que par l'infrastructure. C'est l'actuel président du Parlement rural, Bernard Delcros, qui était maire de Murat et président de la communauté de communes de Murat, qui a dit « Moi, j'ai un bâtiment intercommunal, donc on va accueillir des télétravailleurs et des indépendants. Mais on va mettre au milieu de tout ça un coach, un animateur de ce lieu-là, qui va les former sur qu'est-ce que ça veut dire de télétravailler, y compris socialement. De faire le lien avec les habitants, parce qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui étaient des gens qui n'étaient pas de Murat. Et les accompagner dans un processus parfois de création d'entreprise quand c'était des indépendants ou de structuration de leur démarche. Donc là encore, on était accompagnés. Et il a tellement prospéré, ce tiers-lieu, qu'il y a une couche supplémentaire qui est devenue la cocotte numérique, qui est un Fab Lab avec de la fabrication additive, de l'impression 3D, vous savez. Et en 20 ans, ce lieu-là a permis de faire venir 50 familles à Murat. Voilà. Ça, c'est un résultat extrêmement concret. C'est pas, 20 ans, 50 familles, je trouve que c'est déjà pas mal, vu la taille du bled, mais il y avait cette stratégie accompagnée. Voilà. Les autres, ensuite, ça s'est transformé petit à petit en une sorte d'immobilier d'entreprise un peu anonyme, où finalement, il y avait une commodité, mais au bout d'un moment, les gens ont fini par être mieux connectés chez eux que dans le télécentre. Et comme il n'y avait personne pour faire le lien entre eux, il n'y a pas eu de mayonnaise qui a pris, quoi. C'est ça aussi. C'est-à-dire que si on crée du collectif, il faut l'entretenir, il faut l'animer. Le collectif ne se crée pas de fait. Il faut arrêter de faire des autoroutes en pensant qu'elles vont se remplir toutes seules. Je n'aurais peut-être pas parlé d'autoroute dans cette région. Et donc, voilà, à un moment donné, là encore, si on est sur une stratégie, c'est une stratégie qui embarque de l'humain à côté du numérique. Et puis, je disais bêtement, proposer des sorties courses à ses voisins. C'est-à-dire dire à sa voisine, moi, je vais faire les courses, là, dans une heure, je vais à Carrefour. Est-ce que ça t'intéresse de profiter de la voiture ? Bah oui, pourquoi pas. Puis le coup d'après, ça sera dans l'autre sens. Ça, c'est du covoiturage basique, mais qui le fait ? Et là, il n'y a pas de numérique. Comment ? Vous en avez fait ? Je disais que, avant, maintenant, parce que toutes les personnes que j'ai aidées sont maintenant décédées ou dans les EHPAD, mais j'ai dit que j'ai souvent aidé des gens, aller sur Toulouse pour les médecins, aller aussi aux commissions.
et j'avais du plaisir à les retrouver. Et maintenant, quand je les ai plus à côté de moi, ça fait un manque. C'est tout de suite moins amusant. Maintenant, c'est moi qu'on doit aider. Mais voilà, c'est des choses relativement basiques, hein, mais qu'on a peut-être un tout petit peu perdu de vue. Le fait de se dire, parce qu'on se moque des Parisiens, ils sont un par bagnole sur le périph' à 50. Bon, on se dit, ils sont complètement cons. Bah, comptez combien vous êtes, hein, quand vous allez faire les courses dans la voiture. Il y a un sujet. Entreprises à emploi, il y a les télécentres, on en a parlé. Les unités de création numérique, qui sont voilà, des lieux où on va fabriquer du logiciel, on va fabriquer des choses comme ça. Nous, on a une boîte dans le Cantal, qui s'appelle SiteW, qui travaille qui a investi à côté de You, un village qui est à 20 km d'Aurillac, qui a investi le prieuré d'une ancienne église. Et voilà, il y a 20 mecs qui sont là, enfin, et Nana d'ailleurs, qui produisent du site web pour le monde entier. Ils ont des clients dans le monde entier. Ils ont produit 300 000, 400 000 sites web. C'est une petite PME du Cantal. Voilà. Donc, c'est jouable. Hein. C'est jouable. Les usines de fabrication 3D, aujourd'hui, vous avez besoin d'une imprimante, d'un certain nombre de compétences, enfin, voire de plusieurs imprimantes et d'un bon fournisseur en termes de consommables, mais vous pouvez fabriquer des pièces de haute technologie avec très peu d'investissement au départ. Aujourd'hui, on a même des pièces métalliques qui sont imprimées en 3D qui remplacent des pièces complexes qui étaient assemblées soit par soudure, soit par fixation dans de la mécanique de précision. Donc c'est quand même aujourd'hui une véritable levier industriel. Les coopératives d'auto-entrepreneurs du numérique, aujourd'hui, les auto-entrepreneurs souffrent de leur solitude et ont besoin, et le modèle des coopératives est super bien pour ça, parce que ça leur permet de mutualiser des charges et des difficultés administratives et de se concentrer sur ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, que ce soit des gens qui vont fabriquer des logiciels via l'IA ou des codeurs ou des informaticiens, les mecs, ils ne seront jamais au chômage. Donc voilà, en créant une coopérative d'entrepreneurs du numérique, vous ne risquez pas d'être déçu. Et puis ça, c'est Bernard Delcros qui le dit. Souvenez-vous qu'il est plus facile de faire venir 30 indépendants sur un petit territoire que de faire venir une entreprise de 30 salariés. Ouais. Côté agriculture, plateforme de circuit court, version en ligne des magasins de producteurs, agrégateur des ouvertures des boutiques à la ferme, c'est-à-dire savoir tel jour ce qui est ouvert dans les boutiques à la ferme. Innovation technique du monde agricole, ça aujourd'hui vous avez foultitude d'innovations sur la gestion des tracteurs. Vous avez des tracteurs autonomes qui mettent des semis en fonction de l'hygrométrie et de la nature du sol lui-même. C'est-à-dire qu'ils vont... C'est un truc de malade. Vous avez des colliers pour les vaches qui permettent de collecter les informations biologiques et donc de valoriser la viande. Parce qu'en fait, on voit la vie de la vache, qu'elle n'a jamais été stressée, qu'elle a toujours été sereine, etc. On a tous avec les températures, avec l'augmentation du rythme cardiaque, et voilà, élevée au pré, sereine, bien, etc. Et puis quand elle ne va pas bien, on a les signes avant-coureurs, on est prévenu, ah tiens, il y a une montée de température. Et puis tout ce qui est vélage, on le voit beaucoup en Auvergne sur l'élevage, on a des alertes de vélage, etc. Un truc de fou. Donc là, il y a aussi des entreprises qui fabriquent des innovations agricoles et qui sont en ville. Pourquoi ne pas attirer à un moment donné des micro-unités de ce type dans nos territoires ruraux? Et pareil pour la cantine, que du local, mais ça on en a déjà parlé. C'est une manière de justement soutenir les agriculteurs localement. Peut-être juste avant la question 4, est-ce que tout ce que nous dit depuis tout à l'heure Sébastien Cotte vous évoque des réactions, des témoignages, des questions? N'hésitez pas. On est en petit comité, c'est l'occasion justement d'échanger directement et de profiter de l'expérience et de l'expertise de notre grand témoin ce soir. Bonsoir. Lorsqu'on parle de numérique, c'est vrai que c'est un sujet tellement vaste qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pourquoi je suis venu ce soir, c'était parce que c'était pour le local, pour la ruralité. Donc c'est vrai que j'ai une attente par rapport à ça, c'est de savoir exactement ce que vous en pensez, ce que les gens qui sont venus vous voir en pensent et vont en faire. Il y a le côté
le côté je vais m'armer pour me servir du numérique, j'ai beaucoup aimé par rapport à ce que vous avez fait. Parce que justement, c'est pas à nous de regarder qui contrôle ça, qui va gérer ou amener vers telle et telle situation ou civilisation. Non, nous, on en est donc à juste savoir comment on va pas se faire bouffer par ça, quelque part. Et surtout, comment on peut être meilleur soi-même avec ça. Sachant que ça va être dur de s'en défaire si jamais on veut s'en défaire. Merci. Mais oui, c'est tout l'enjeu de ce qu'on a appelé, ce mot un peu bizarre qui est l'inclusion numérique. C'est en fait comment nous on prend le pouvoir là-dessus. Et c'est vraiment l'enjeu. Là, vous entendez beaucoup à la télévision ou à la radio ou sur Internet parler de souveraineté. Okay. Souveraineté, c'est quoi? Souverain, ok, d'accord. Donc en fait, c'est une manière de dire que mes données, elles sont à moi. Pour l'instant, vos données, elles sont à Google, elles sont à Apple, elles sont à terre entière. Mais est-ce que c'est ça le sujet? Non, le sujet, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, c'est la connaissance qu'on a de la manière dont ça fonctionne et de notre capacité peut-être même à produire du numérique. Voilà. Et la première étape, mais j'y reviendrai, c'est d'accepter de se former, parce que le premier réflexe face à la nouveauté, il est naturel. C'est ce petit geste-là. Voilà. C'est nouveau, ça m'inquiète, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et à quoi ça sert? Et je vais commencer par dénigrer avant d'essayer de comprendre, parce que intellectuellement, c'est tellement plus simple. Hein. Moi, j'ai pas d'action dans le numérique pour le dire autrement. Moi, je viens de la philosophie, hein, c'est ma formation initiale, donc oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec les ordinateurs. Et pourtant, la question qui se pose, c'est celle de notre capacité à prendre possession de ces outils. Un outil, c'est entre guillemets neutre. C'est-à-dire, il est conçu pour faire quelque chose. Le marteau, il est conçu pour planter un clou. Bon, si je suis un peu taré, je vais casser la tête de mon voisin avec. Donc on peut détourner l'outil, hein, mais à la base, Internet a été pensé par des gens qui, après ARPANET, qui était un réseau destiné à limiter le risque militaire, en démultipliant les lieux où était stockée l'information stratégique, qui a été repris par des gens qui voulaient partager la connaissance au niveau mondial. Et quelque part, ces gens-là, c'est un peu l'esprit de ce que vous trouvez sur Wikipédia aujourd'hui, c'est essayer de faire une immense encyclopédie et de partager le savoir de manière la plus gratuite possible, même s'il faut un modèle économique derrière, et la plus objective et la plus qualitative possible. C'était ça le grand projet. C'est un peu le projet qu'on a dans l'encyclopédie finalement, hein, à l'époque des Lumières. Ok, c'est forcément dévoyé. À un moment donné, il y a des gens qui vont vouloir faire du business dessus, etc. Donc comment je ne suis pas victime de ça? Et comment moi, finalement, je m'empare de ce truc-là? Comment je fais en sorte de ne pas être impacté négativement, voire même d'en tirer profit et bénéfice? Voilà. Et pour les territoires ruraux, on l'a vu, hein, les 2/3 des problèmes, c'est des problèmes d'accès à. Et typiquement, le numérique casse les distances. Voilà. Donc, on peut se dire c'est un outil que de toute façon je ne peux pas me permettre de mettre de côté, quoi. D'autres réactions, d'autres questions? Oui, bonsoir. Évidemment, il y a des applications qui sont vraiment très intéressantes. Mais là, j'ai l'impression que presque on peut se sentir culpabilisé s'il y a des choses qu'on n'admet pas. Bon, moi, me faire posséder par une machine, j'admets pas. Hein. Voir tous les gens obsédés par ça, j'admets pas. Et on va nous culpabiliser, nous les ruraux, parce qu'on n'utilise pas assez le numérique. Mais par contre, il y a des gens qui font des stages pour pas se servir de leur smartphone pendant 8 jours. Bon, alors, excusez-nous, enfin, on a un peu envie de regarder les choses tranquillou, quoi. Hein? Alors, par contre, s'en saisir là où c'est intéressant, je pense que oui. Mais moi, les boîtes à pizza, alors qu'il y a des gens qui font très bien les pizzas dans le même village, ça me reste en travers, excusez-moi. Hein. Vous avez noté que j'ai dit bof, hein, pour les boîtes à pizza, que je ne suis pas pour non plus. Hein. Mais comment dire, ce qui peut être gênant, c'est le jugement de valeur.
C'est-à-dire, c'est plus ce qu'on fait avec que l'on va juger, mais c'est la personne qui va savoir s'en servir ou pas. Bon, et ça, c'est insupportable. Les choses peuvent être valables dans un certain contexte et elles peuvent être très négatives dans un autre. Et il faut garder son jugement et pas être ringard parce qu'on trouve que c'est pas si intéressant que ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est super important ce que vous dites, effectivement. Si vous avez perçu une pression dans ce que j'ai dit, pardon, parce que ce n'était pas du tout mon objet. Non, j'ai beaucoup parlé d'esprit critique, c'est-à-dire que c'est un outil, donc on s'en saisit si on en a besoin. Si vous n'avez pas besoin de tondre, démarrez pas votre tondeuse. Mais c'est vrai, ce que vous dites sur le fait qu'il y a toujours ce jugement à la compétence, il y a toujours cet effet de mode. Alors, si dans les années 40 ou 50, on vous dit oh, t'as pas de voiture, c'est naze, c'est juste parce qu'on veut vous en vendre une. Oublions pas ça, on est dans un monde marchand. Donc le regard des autres qui consiste à vous dire oui, c'est ringard, tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est parce qu'ils ont quelque chose à vous vendre. Donc ils peuvent passer leur chemin parce que j'ai l'impression que vous avez un solide esprit critique. Donc je ne suis pas très inquiet pour vous. Mais en l'occurrence, c'est un outil. Donc monter en compétence, si on en a besoin, oui. Savoir que ça existe et comprendre et prendre ce recul que vous avez, analyser comment ça marche, vers où potentiellement ça mène et où on n'a pas forcément envie d'aller, mais c'est avoir un rapport entre guillemets dépassionné et dominant sur la technologie. C'est-à-dire c'est moi le patron, moi l'être humain, cette technologie, elle a été créée par des êtres humains. Et les patrons des GAFAM, en général, essayent d'exposer à minima leurs enfants aux réseaux sociaux, par exemple. Donc, ayons cette position dominante sur la technologie et évitons de laisser les autres nous filer des complexes parce qu'ils savent se servir, ils savent appuyer sur les boutons. C'est peut-être un point très, très important et je vous remercie de l'avoir soulevé. Alors oui, madame disait qu'effectivement, tout le monde n'a pas cette capacité. Elle est quand même bien souhaitable. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont pas cette capacité? Est-ce qu'on continue de les... Il y a deux choix. Soit on les abrite contre leur gré, soit on les laisse continuer à se jeter dedans et à être broyés par la machine. Je n'ai pas la solution. Là, par rapport à ce qu'a dit madame, moi j'ai envie de réagir en lui disant que je l'aime, parce que franchement c'est humain, quoi. Enfin, ce qu'elle a dit, c'est exactement ce qu'il faut que tout le monde pense. Personnellement, moi en tant que papa, j'ai un problème avec mes enfants parce qu'il y a un télescopage de qui c'est qui a de l'expérience, qui c'est qui dit la vérité, qui c'est qui pose donc les bonnes choses au bon moment. Donc ça, c'est vrai que l'outil est tellement vaste, il est tellement puissant aussi, que c'est sûr qu'on a ce genre de questions-là, mais ce soir, c'est plutôt la réalité qu'il faut défendre, c'est comment s'approprier effectivement donc, une capacité qu'on n'aura pas si on ne l'apprend pas de fait. Et donc, plutôt que d'avoir peur de l'outil, essayons de savoir si ça peut être un bon outil pour nous aussi, c'est toujours pareil. Hein. La voiture a fait des dégâts quand elle est arrivée donc, fin 19e et début 20e. Pour le peu de professions que ça a créé, les garagistes, du coup, il y en a plein d'autres qui ont disparu. Mais ça n'a pas empêché que pour nous, c'est quand même une bonne chose, ça nous permet plein de choses. Et c'est dans cette capacité à savoir exactement où s'arrête le désavantage et où commence l'avantage qu'il faut rechercher ce soir. Et c'est vrai qu'on a une sorte de passion du progrès. Alors ça, elle nous questionne sur le plan plus philosophique, mais c'est comme ça que finit la première vidéo que je vous ai montrée. Hein. C'est que voilà, tout le monde s'engage sur le long chemin du progrès, puisqu'on imagine que ces images soient entre guillemets physiques ensuite. Donc ça, c'est aussi peut-être l'histoire de l'humanité depuis Prométhée. Donc et de la liberté humaine. C'est-à-dire que les Chinois, ils arrivent à faire ça, parce que si vous voyez le TikTok chinois, c'est pas du tout le TikTok qu'ils vendent aux Occidentaux. C'est un TikTok qui ne comporte que des contenus intellectuellement nourrissants, qui est précis, validés par le parti, hein, et avec des temps d'exposition au réseau qui sont extrêmement faibles pour les plus jeunes. Donc en fait, ça existe aujourd'hui, la gestion du numérique, mais elle est sur un modèle de société qui n'est pas exactement le nôtre.
Moi, je voudrais savoir, je trouve que c'est très bien, c'est très joli, votre technologie. Là, je sens que je vais ramasser. Mais alors, oui, mais non, c'est pas vous, personnel. Où en sont les relations entre parents et enfants? Et quand on voit les méfaits des réseaux sociaux sur les enfants qui s'entretuent à 11 h du soir à coups de couteau, qui harcèlent les professeurs jusqu'à leur mettre des coups de couteau, jusqu'à les décapiter. J'écoutais en venant là une petite fille de 12 ans à 8h30 du soir qui a mis le feu à un supermarché parce qu'elle aime le feu, et etc. etc. Alors, où sont les bienfaits de ces réseaux sociaux? Sans compter le harcèlement et les dégâts que ça fait dans les collèges et les pauvres gamins qui se pendent. Alors, moi, je voudrais savoir quels sont les bienfaits de ces réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas venu vous dire quels étaient les bienfaits du numérique. Ça, c'est la première chose. Je suis venu vous dire quels sont les outils numériques qu'on peut mettre au service d'un projet de territoire. Ensuite, ce que vous dites est parfaitement vrai. On peut en dire autant de l'alcoolisme parental, on peut en dire autant des violences intrafamiliales qui n'ont pas attendu Internet pour exister et qui sont le lit de tous les maux de toutes les sociétés et depuis longtemps. Donc, il y a pas, là, clairement, sur la santé mentale, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des bienfaits des réseaux sociaux. Par contre, je peux vous dire que ça pose tout un tas de problèmes et que c'est plutôt des méfaits. Donc, je pense qu'on est sur les fondamentaux, on est plutôt d'accord sur l'exposition. D'ailleurs, la majorité numérique, aujourd'hui, c'est 15 ans, et l'exposition des enfants. Et en même temps, il y a des enfants qui sont exposés assez tôt à ces réseaux-là, mais dans un cadre plus accompagné, avec un objet de dialogue avec des parents qui sont... Parce qu'il y a aussi, je veux dire, quel nounou extraordinaire que le smartphone, hein. Vous filez ça aux gamins, et même 3-4 ans, moi j'ai vu ça, 3-4 ans, vous lui filez, il vous fout une paix royale, hein. C'est tellement commode. Mais est-ce que le problème, il est là? Ou est-ce qu'il est là? Les parents, c'est quoi la... Et toute la question de la parentalité, exactement. Et tout le monde est dans sa bulle. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a des gens qui font des stages de détox numérique. Et c'est méritoire. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, de l'information dans le milieu rural concernant les animations. Oui. Avec le journal, vous avez cité l'affiche et le journal là, qui s'allume, là, qui s'éteint de la mairie. Mais pour l'information, il y a le papier, il y a le journal. Le bulletin municipal, oui. Non, pas le bulletin municipal, oui, mais il y a la montagne. Nous, on a la dépêche, vous avez la montagne. Il y a le journal tous les jours et il y a des informations, on peut les lire. Et on peut les lire à n'importe quel endroit et à n'importe quel temps. Le matin en tirant la chasse et le soir avant d'aller au lit. Et sans connexion. Et sans connexion et sans appui d'électricité. Parce que ça suppose la connexion de l'usage de l'électricité. Bon, ensuite, vous avez parlé, et ça c'est un facteur de progrès quand même. Vous ne connaissez pas l'Ariège, c'est dommage. Hein, mais dans l'Ariège, il y a une partie de l'Ariège, le Pays d'Olme, qui est une grande région et exemplaire. À bien des égards. Vous avez quelque chose à dire, madame? Je suis d'accord avec vous. Ah bon, vous m'envoyez ravi. Vous m'envoyez ravi. Bon, alors, la culture qui vient partout. Nous avons à la Valanée un cinéma qui est performant, dont une équipe s'occupe, et nous avons des films qui sont bien. Et nous avons de temps en temps des retransmissions d'opéra et de pièces de théâtre. C'est quelque chose de fabuleux, parce qu'à la Valanée, nous avons une jeune femme qui joue d'un instrument dans l'orchestre de l'Opéra de Paris. Titulaire de l'opéra avec son instrument dans l'Opéra de Paris, dans l'orchestre. Et ça permet à la Valanée de voir cette petite jouer dans une pièce. C'est génial. Ses parents ont la chance, il y a 15 jours, 3 semaines, d'être allés à l'Opéra Bastille, écouter Carmen avec la petite qui joue. Mais nous, c'est un facteur, ça, de progrès. Ça, c'est vrai. Et alors, moi, ce qui m'agace profondément et ce qui m'inquiète,
c'est quand vous parlez de la santé, avec la cabine là, le confessionnal, le cagadou là, où on s'assied et on écoute ce qu'il faut faire, je dis bien le cagadou, et moi, je suis assez grand pour dire je souffre de ça et je suis en bonne santé pour ça. Et les rhumatismes me font caca, mais le diabète, je ne connais pas. Et quand on va dans ce confessionnal-là, qu'est-ce qu'ils en font de ces informations? Qu'est-ce qu'ils en font? Doctolib, là, c'est bien joli. C'est bien joli. Mais qu'est-ce qu'ils font, Doctolib? À un moment donné, on les a suspectés de vendre des données, tout ça. Voilà, moi, c'est la sécurité. Ça, je vais chez le docteur, je l'ai en face. Quand je sors, je fais ce qu'il me dit ou je ne le fais pas. Mais je l'ai en face, on n'est que tous les deux. On n'est que tous les deux. Le danger, il est là. Qu'est-ce qu'ils en font? Dernièrement, même la banque nous a dit on a été piraté, et même le percepteur nous a envoyé un mot nous disant méfiez-vous, vous avez été piraté. Voilà, la sécurité. Voilà, la sécurité. Trois questions et merci beaucoup. Trois sujets et trois éléments de réponse. Le premier sur la presse. Oui, bien sûr. Je vais attendre de le récupérer. Je dis sur la presse. Oui, bien sûr, tout est dans la dépêche, sauf ce qui n'y est pas. Et nous, dans la montagne, on n'a pas toutes les informations qui concernent Chantelle, sinon ce ne serait plus un journal, ce serait un bottin. Donc voilà, l'important, c'est la presse, c'est pour ce qui est... vous connaissez la théorie du mort-kilomètre en journalisme. Hein. C'est voilà, un mort près de chez moi est beaucoup plus important que 100 000 morts à l'autre bout du monde. Donc la presse, et c'est son droit et c'est son honneur, priorise des informations en fonction de son lectorat. Donc on ne peut pas avoir et la fête patronale, et le loto, et le rendez-vous des vieilles soupapes, etc. On ne peut pas tout avoir dans le journal. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir aussi des relances un peu ciblées via d'autres canaux, mais pas à la place d'eux. Deuxième sujet, la culture, vous l'avez dit, ce que vous faites est formidable et vous avez la chance d'avoir en plus un ancrage local avec cette jeune femme qui joue l'Opéra de Paris. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça se joue là-dessus et que finalement, ça pourrait être partagé par d'autres grâce justement à ces retransmissions en streaming. Et dernier point, la sécurité des données. Oui, vos données ont de la valeur. On appelle ça le pétrole du XXIe siècle, la donnée. Au bout d'un moment, c'est pour vous vendre des trucs. Donc, la limite du pétrole du XXIe siècle, c'est le fond de vos poches. Quand vous aurez plus de sous, ils ne pourront plus vous en prendre. Mais oui, la question de la souveraineté des données et de la protection, elle est centrale. Et comment on vous la garantit? Comment Doctolib va vous dire? Il va vous dire, oui, mais moi, je respecte le RGPD, le référentiel général de protection des données. OK, comment je vérifie? J'ai pas moyen. Google, Amazon, Facebook, etc., eux, ils sont frappés par ce qu'on appelle des lois américaines extraterritoriales. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les données qu'ils collectent via les transactions qu'ils ont avec vous, si le gouvernement américain, si la NSA leur dit « donnez-moi ces données », y compris nominatives, ils sont obligés de le faire. Voilà. Donc oui, le bas blesse à cet endroit-là. Oui, on a un problème de sécurisation des données. Donc, d'où l'intérêt de se former pour lutter contre les cyberfraudes, d'être conscient de la valeur de ces données. Il y a encore des gens qui se prennent en photo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec leurs jeunes enfants. Il y a plein de failles. Et parce que derrière, il y a ce business de la donnée personnelle, il faut y être sensible, comme vous le dites, et fermer les robinets qu'on peut fermer. En tout cas, c'est une question de vigilance, quoi. Mais merci. Encore une réaction? Oui. Après, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. Je vais revenir sur relier les territoires, sur la notion de créer du lien entre les gens. Par exemple, moi, dans ma commune, j'avais pensé à une époque les problèmes sur les lieux-dits, enfin, les hameaux, tout ça, pour faire le lien avec le centre-ville, enfin, même si c'est petit. Et donc, vous avez parlé de panneaux pocket ou des choses comme ça, entre le virtuel et le réel de l'information.
Et ensuite, moi, je crois que c'est de favoriser la communication entre les citoyens, peut-être de les former, de voir s'il n'y a pas des conseils citoyens. Bon, par exemple, dans les petites communes, il n'y en a pas, mais et de créer du lien entre eux et utiliser ces outils, par exemple la visioconférence ou ça, pour dynamiser la transparence et la créativité collective, quoi, aussi de mettre en lien les gens. Mais à ce moment-là, ça ferait partie de former peut-être le citoyen à des choses. Bon, il y a plein de choses qui existent déjà, quoi, mais peut-être de créer du lien là-dessus. Moi, je pars sur des idées dans ma vie, quoi, sur les SEL, les systèmes d'échange locaux. Il y a des sites comme Amiez, là, c'est pour faire des rencontres, mais il y a des choses qui se passent aussi de liens comme ça. Dans l'histoire de l'Internet, il y a eu un site qui s'appelait Peuplade, qui, à la limite, réunissait un peu ces notions de SEL, d'Amiez, de sortie, de créer du lien pour travailler ensemble et créer du collectif. Moi, je pense que ces outils numériques peuvent favoriser ça. Et même à l'école, il y a le CLEMI qui forme sur les problèmes de sécurité, tout ça. Donc il y a pas mal de choses à mettre en œuvre et peut-être à dynamiser, peut-être faire des gens, former des gens à dynamiser ces systèmes-là pour qu'on soit plus que les gens qui ne sont pas en mesure de connaître, favoriser de créer une dynamique. Alors il y a les Fab Labs, il y a des choses qui sont entreprises comme ça, mais d'aller plus dans ce sens d'apprentissage et d'accompagner les gens qui peuvent créer quelque chose et de mettre en valeur des existants, même un peu partout ailleurs, de ce qui se fait de bien, quoi, de mieux. Voilà. Et c'est une assez belle synthèse parce que vous croisez à la fois le bénéfice local du fait de mettre les gens en relation, en même temps que le fait de les faire participer au projet du territoire. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, et là où je pense que les maires ruraux ont un rôle capital à jouer, c'est faire projet. Quand on réunit les gens sans objet, on va les renvoyer à leurs différences, voire à leurs oppositions. Par contre, si on les oriente vers la construction d'un projet commun, là, ils vont regarder dans le même sens et ça va commencer à se passer différemment. Mais on a une vraie difficulté en France à parler projet. Parce que le maire aussi, on lui dit, mais attendez, moi si j'ai voté pour toi, c'est pour que le trou dans la route qui est devant mon trottoir, il soit rebouché. Moi, quand j'ai vu le maire de ma commune pour la première fois, quand je me suis installé, je lui ai dit, c'est quoi votre projet pour Chantelle ? Il m'a regardé avec des yeux ronds, c'est un type formidable, il fait plein de choses. Mais il m'a regardé avec des yeux ronds et il m'a dit, la deuxième tranche des travaux de Centrebourg. Voilà, donc faire des bordures de trottoir. Ok, donc faire du projet avec les gens, mais pourquoi ? Parce que la vision de l'élu local vis-à-vis de ses administrés, c'est qu'ils passent leur temps soit à lui gueuler dessus, soit à lui réclamer des trucs. Donc, il se dit, je vais peut-être pas les réunir parce que sinon, je vais tous me les prendre en même temps, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas, parce que aussi, il y a une maturité politique à avoir en tant que citoyen, qui est de dire, voilà, on a des édiles qui essayent de porter un projet, qui essayent de nous faire participer, on va respecter ça. Et nous, on le voit, on a un conseil municipal des jeunes, où là, cette dynamique, elle fonctionne bien. Parce que là, les gamins, ils ont vraiment envie de se projeter parce qu'ils n'ont pas les problèmes du quotidien. Eux, le nid de poule devant, ils s'en foutent. Je veux dire, ils ont toujours l'assiette, elle est toujours chaude quand ils arrivent à table. Donc, c'est pas le sujet. Mais le fait est que là, cette dynamique de participation et de s'organiser autour d'un projet, ils arrivent complètement à dépasser l'intérêt personnel. Donc, voilà. Et le numérique permet en tout cas de réunir les gens, de leur donner des objets communs et puis de suivre. Nous, à Villeneuve-sur-Allier, dont je parlais tout à l'heure, avec la Nationale 7, on a fait un journal en ligne du projet de territoire que tout le monde pouvait consulter. Ils n'ont pas été nombreux à le faire, mais un nombre plus significatif qu'on ne l'imaginait. Donc, et petit à petit, on a incrémenté les choses comme ça pour que les gens s'approprient le projet et voient comment ça avance. Voilà, il faut informer. Mais par contre, là où ça bouffe de l'énergie, c'est qu'il faut tout le temps relancer les gens, tout le temps les réintéresser. Et c'est normal parce qu'ils ont leur vie, ils ont leurs soucis, ils ont leur joie aussi, ils ont les trucs qu'ils aiment faire et puis d'autres qui les saoulent. Donc il faut tout le temps être dans cette communication et le cœur de métier finalement d'un élu local, et pas tout seul parce qu'il a des adjoints, c'est d'animer le territoire, d'être là-dessus, sur le projet de territoire et qu'est-ce que vous en pensez et comment on peut contribuer et qu'est-ce que chacun d'entre vous peut faire. Sébastien Cotte, on commence par quoi ? Et on commence par quoi ? Par tout ce qu'on vient de dire. Il y a 4 couches. En matière numérique, on pourrait dire qu'il y a 4 couches. Il y a les infrastructures très haut débit, fixes et mobiles. Vous les avez. Plan France très haut débit, 23 milliards d'euros. Le plus gros chantier du siècle pour la France pour l'instant. Le plan France mobile, voilà, 5000 antennes déployées en plus dans le cadre de ce plan. Ça devient compliqué d'attraper une zone blanche. Il y en a, mais ça devient compliqué. Plus que dans l'autre sens avant.
Les réseaux d'objets connectés, je vous ai dit 30 milliards et il y en a partout et ça va se généraliser, c'est en train de se faire. Infrastructure de données souveraines, les data centers. Là, c'est ce que disait monsieur. Aujourd'hui, vos données, elles sont soit chez AWS, hein, c'est Amazon, soit sur les serveurs Google, soit sur les serveurs Microsoft. Vos données ne sont pas à vous actuellement. Et ça, c'est un problème national, c'est un problème de sécurité nationale, c'est à l'État de se bouger les fesses là-dessus. Il est en train de le faire puisqu'il y a le plan Horizon 2030 de la Banque des Territoires qui va sortir le 21 mai prochain et qui a les notions de cybersécurité et de souveraineté des données dans le viseur. Donc on n'est quand même pas complètement largué. L'infrastructure de service, c'est les logiciels. 99% des logiciels que vous utilisez sont américains. Il y a des logiciels open source, il y a des logiciels open office, etc. Il y a des choses qui existent. On continue à acheter du logiciel américain. Donc ça, il va falloir y arrêter aussi. Et puis, il y a la couche là, sur laquelle on peut agir tout de suite. C'est la couche d'inclusion numérique, c'est-à-dire de monter en compétences individuelles, en compétences ou en conscience. C'est France Numérique Ensemble. Donc je ne sais pas, ici dans l'Ariège, c'est le chef de file, c'est le département. Donc qui est une stratégie qui permet de favoriser la montée en compétence de tous les citoyens, notamment les plus vulnérables, pour éviter qu'ils se fassent cyberarnaquer, qu'ils se fassent larguer, qu'ils soient, y compris professionnellement. Aujourd'hui, les compétences numériques, quand vous êtes en demande d'emploi, elles sont toujours un peu sous-jacentes et attendues comme étant une évidence. Donc ça, c'est tout l'objet de France Numérique Ensemble. Et récemment, vous avez eu un NEC numérique en commun, qui sont des réunions qui permettent de partager ces choses-là. Je vous invite à vous y intéresser, mais vous avez un département qui est très actif là-dessus. Il y a les conseillers numériques France Service, qui sont des gens qui ont une double compétence. La compétence de vous aider à faire vos formalités, donc une compétence technique, mais aussi, en général, une compétence sur le fond du service public lui-même. Donc petit à petit, ils se professionnalisent sur c'est quoi une retraite, c'est quoi l'URSSAF, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Et petit à petit, voilà, ce sont des gens qui sont de bons conseils et qui sont extrêmement précieux. PIX pour tous. Alors PIX, c'est un truc que vous pouvez trouver sur Internet, hein, mais qui peut être aussi organisé à l'échelon local. Ça va vous donner votre degré d'appropriation du numérique. C'est pas une note, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas une note, c'est où vous en êtes sur le numérique. Voilà, vous allez évaluer votre niveau de relation avec le numérique et est-ce que vous êtes plus ou moins vulnérable, sujet à des cyberattaques ou sujet à des escroqueries. Ça va vous permettre de prendre conscience de où vous en êtes. Et c'est toujours intéressant d'accepter ça. Je ne vous cache pas que c'est un truc qui est hyper dur à faire avaler à des maires ruraux. Leur faire passer un PIX, ils ont l'impression qu'on va les évaluer. Non, ils s'auto-évaluent et ils savent où ils en sont. Et puis, il y a aussi un mouvement qui s'appelait les grandes écoles du numérique. Vous avez une école régionale du numérique. Je crois qu'il y en a une antenne qui est à Pamiers, qui a été relancée récemment. Il y a eu un creux pendant quelques années, mais ça a été relancé au début de l'année 2025. Donc, qui sont des formations, voilà, pour les métiers du numérique. Je l'ai dit, 1901, 80% de la population occupait des tâches agricoles, 1990, 2%. Il n'y a plus trop de maréchaux ferrants. Voilà, et par contre, des besoins en termes de métiers dans le numérique, il va y en avoir des brouettes et des brouettes. Donc, c'est intéressant aussi vis-à-vis de la jeunesse de se dire que ce n'est pas un métier que pour les garçons. C'est pas un métier que pour les gens qui sont scientifiques. C'est pas des métiers, il y a tous les métiers en fait. Parce qu'on est en train de fabriquer une espèce de monde en double avec ce monde numérique qui agit sur notre monde physique, mais qui en fait croise des questions d'éthique, de sociologie, de psychologie, de sciences naturelles, voilà, d'art, etc. Donc voilà, intéressons-nous pour nous-mêmes et pour nos plus jeunes à ces formations-là, surtout quand elles sont tout près de chez nous. Voilà, donc sommes-nous déjà numériques? Et je terminerai par ça, mais je vous ai quand même déjà un petit peu répondu. Donc aujourd'hui, les chiffres, ils sont ceux-là. Alors vous êtes dedans, vous êtes plus ou moins haut dans la jauge. Une moyenne, c'est comme le prêt-à-porter, ça va pas à tout le monde, mais ça donne une idée. En moyenne, voilà, 4 heures par jour à se consulter son smartphone, c'est le score français. On ne s'en rend pas compte. Ça va très vite.
parce que c'est fait pour. C'est ce que Patrick Lelay, l'ancien président de TF1, appelait le temps de cerveau disponible. Il disait, moi, mon métier, c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on appelle la bataille de l'attention. Ce qui a de la valeur, c'est votre attention. Et donc, c'est pour ça que tout un tas de stratégies, TikTok est emblématique de ça, les algorithmes sont extrêmement clairs, pour vous maintenir accroché à votre téléphone. Hein, le scrolling, le swapping, etc., toutes ces techniques qui consistent à enchaîner des contenus, le fait que les contenus soient très courts, des contenus vidéo, un coup vous avez un mec qui danse comme ça, le coup d'après vous avez un chat virtuel qui se bat contre un champion de kung-fu, et puis le coup d'après, voilà, vous avez une nana qui chante, et puis le coup d'après, c'est fait pour vous envoyer dans tous les sens et vous capter, et vous nettoyer le fond du cortex. Donc 4 heures par jour. Et ce geste-là, voilà, ce geste-là, vous voyez, comme ça, ou alors il est posé sur la table, ce geste-là, vous le faites 200 fois par jour. Peut-être pas tous. C'est ça. Et ça veut dire qu'il y en a qui le font 1000 fois par jour et d'autres jamais. Mais le fait est que... non, mais c'est juste pour se donner l'idée, et là encore, on n'est pas dans de l'évaluation. C'est simplement de se dire, et moi, j'en suis où de ma relation avec ce truc-là? C'est pas bien, c'est pas mal. Les catégories morales n'ont pas de place. On parle d'un outil, donc un outil est dépourvu de conséquences morales. C'est ce qu'on en fait qui va changer. Donc, mais se dire, ouais, quand même, je m'en sers vachement souvent. Au point peut-être de se dire, je vais faire un stage. Aujourd'hui, il y a quelques territoires qui communiquent sur le fait qu'ils sont en zone blanche. Il y a des gîtes qui communiquent sur le fait de dire, on ne serait pas emmerdé avec le numérique, je suis en zone blanche. Voilà. Et il n'y a pas la fibre, il n'y a rien, il n'y a pas d'internet dans mon gîte. Il n'y a rien, vous serez tranquille. Parce que même si vous venez avec votre smartphone, il ne faudrait pas vous en servir. Voilà. Donc ça peut être un argument. Je ne suis pas sûr que l'Ariège base sa stratégie d'attractivité là-dessus. Donc, pour terminer, je vous dirais, le nouveau modèle du village rural, il reste à inventer, hein, localement et ensemble. C'est ma conviction. Et je pense que c'était un peu l'objet de cette conférence aujourd'hui. Relier les territoires et relier les gens dans ces territoires. Relier des territoires, c'est relier des gens, hein, parce que le territoire, c'est des gens. Hein. Sinon, c'est des espaces vides totalement inhabités et qui ne font pas territoire. Alors, une chose est sûre, ça ne fera pas l'économie de tirer parti du numérique. Ce serait dommage de ne pas utiliser ce que ça nous apporte, tout en foutant de côté ce qui nous emmerde. Pardon. Ça, vous le lirez plus tard. Je pense qu'on partagera ces contenus-là. Mais c'est le manifeste des Smart Villages qu'on a créé à Ruralytic. C'était en 2015, à l'occasion de la venue de Axel Lemaire, qui était secrétaire d'État au numérique. Voilà, c'est 10 points pour construire un projet de territoire qui nous semble équilibré et durable, en utilisant le meilleur du numérique et en laissant de côté le pire du numérique. Et puis donc, le Smart Village Ruralytic, c'est tous les ans. Cette année, c'est le 25 et le 26 août à Aurillac. Hein, donc vous êtes les bienvenus, vous êtes nos invités, ainsi que tous les membres du CESEA, même s'il y a un peu de route. Et notre thème de cette année, c'est Rural Power, les territoires reprennent le pouvoir. C'est ce dont on parlait il y a un instant. Et comment, avec le numérique, on reprend le pouvoir sur notre destin, mais aussi sur le numérique lui-même. Voilà. Mais c'est bien une question de pouvoir. Nietzsche disait la colonne vertébrale de la vie humaine, c'est la volonté de puissance. Eh bien, on va y aller. Et c'est du coup mettre la puissance de notre côté. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup de votre attention. Vous précisez que le diaporama de Sébastien Cotte ira sur le site du département à la page du CESEA, donc vous pourrez évidemment lire tout ce qu'il a écrit sur le Smart Village, ainsi que la conférence qui a été enregistrée ce soir, comme à chacune de nos conférences et de nos ateliers, par Franck Macacanja, qui était en plus le pauvre un peu enfermé dans son placard là. Donc elle sera réécoutable évidemment et partageable. Les outils numériques permettent ça aussi, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que la parole passionnante et très concrète de Sébastien Cotte arrive jusqu'à plein d'Ariégeois
qui seront sûrement intéressés par tout ce que vous nous avez partagé ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci évidemment à vous tous pour votre attention et vos échanges. C'était très vivifiant. On est un territoire où des fois le sujet du numérique est pas simple à aborder. Donc ça s'est bien passé ce soir et ça a apporté plein de sourires aussi. Donc c'était très chouette. Vous dire que la suite maintenant, c'est l'atelier du 14 avril avec les membres du CESEA. C'est aussi l'enquête qui est en ligne jusqu'au 20 avril, qui est accessible, elle, à tous les Ariégeois. Donc n'hésitez pas, vous avez des cartes avec les QR codes, mais vous retrouvez aussi le lien vers l'enquête qui est à compléter donc jusqu'au 20 avril prochain sur le site du département à la page du CESEA. Ça, c'est pour récolter le plus de données possible, le plus de voix et d'idées possibles. Et c'est à ça aussi que sert le CESEA. Vous dire merci maintenant. On va se retrouver pour une collation qui est offerte par le département et qui a été installée par Jérôme Descates, le cuisinier du conseil départemental, dans l'entrée. Remercier évidemment l'équipe du Purple Campus qui nous a accueillis. Merci à vous tous et à la prochaine. Merci Karine. Si vous souhaitez rester informé pour les prochaines conférences du CESEA, dans l'accueil, vous avez au niveau des listes d'émargement une liste où vous pouvez écrire votre nom et votre mail et on vous fera passer les infos pour les futures conférences. Bonne soirée.